Bonjour à tous et bienvenue à Cible Grise, le balado officiel de la chaire de recherche sur la maltraitance envers les personnes aînées. Je m'appelle Kevin Saint-Martin, je suis le coordonnateur de la chaire et aujourd'hui, j'ai avec moi une invitée qui va nous amener à porter un regard différent sur nos relations et nos interactions avec les personnes atteintes de troubles neurocognitifs, qu'on appelle aussi les démences, comme par exemple la maladie d'Alzheimer. Donc, on va prendre une approche un peu plus centrée sur la bientraitance et la bienveillance aujourd'hui. Marie-Pierre, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Avant de se lancer dans le vif du sujet, est-ce que tu voudrais prendre un petit moment pour te présenter à notre auditoire pour qu'ils sachent un peu qui tu es? Oui, ben en fait, je suis la fondatrice des éditions Cha-Cha-Cha. Donc, notre mission est de sensibiliser et d'offrir des produits de qualité pour les personnes atteintes d'un trouble neurocognitif majeur tel que l'Alzheimer et de sensibiliser les gens donc à l'importance de la stimulation cognitive et de distraire les personnes qui ont un trouble neurocognitif. Donc mon parcours, académique, et en fait, c'était pas, la ma voie elle a pris un autre chemin, il y a quelques années avec, l'annonce du diagnostic de ma mère, qui a eu l'Alzheimer précoce à l'âge de 58 ans. Donc il y a maintenant 15 ans de cela. À l'époque, j'étais, une finissante, en communication, à la maîtrise en gestion de projet et je travaillais chez Bombardier, comme gestionnaire de projet et avec l'annonce du diagnostic de ma mère, bien sûr, comme de nombreuses familles, notre parcours a changé, la vie de ma mère a changé, notre vie a changé et c'est à ce moment-là que j'ai pris un chemin différent en créant, mes premiers produits avec différents spécialistes de l'Institut de gériatrie et maintenant je termine ma maîtrise en gérontologie à l'Université de Sherbrooke, entre autres avec l'aide de madame Couture, de la chaire de recherche, et voilà mon parcours très, très rapide. C'est quand même un saut qui est pas typique de passer de communication, gestion à géronto, bien-traitance et tout ça. C'est pas le chemin le plus traditionnel. C'est quand même Effecti dommage Oui, de effectivement, c'est pas un parcours, traditionnel, mais c'est vraiment devenu je vous dirais une mission pour moi, d'aider les familles comme moi qui ont vécu cet enjeu-là de pas nécessairement savoir quoi faire avec la personne qu'on accompagne, d'avoir différents défis au quotidien. C'est devenu vraiment une mission et un champ d'intérêt là qui m'est, très, très à cœur. c'est beau de voir cette passion-là émerger. J'allais dire, c'est quand même dommage que ça ait pris un événement comme la maladie de ta mère pour te ramener là, mais c'est quand même quelque chose à célébrer que tu aies pu trouver une voie, puis quelque chose pour faire profiter pas seulement ta mère, mais aussi là, tout plein d'autres personnes avec tes projets puis tes produits via Cha-Cha-Cha. Merci. Oui. Euh, il y a souvent des idées un peu arrêtées que les gens ont sur les troubles neurocognitifs, sur le fait que c'est une catastrophe qui vient tout chambouler la vie, qu'on perd complètement la personne, qu'on peut plus avoir de relation avec celle-là. J'aimerais ça t'entendre avec cette personne-là, j'aimerais ça t'entendre sur les fausses croyances qu'on peut peut-être déconstruire par rapport à c'est quoi vivre avec une personne qui a des troubles neurocognitifs. Si on va pas se le cacher, c'est très difficile. C'est plein de changements, surtout quand on apprend un diagnostic, la personne, elle est au stade léger habituellement. Donc, souvent la personne va être dans le déni, la famille va être dans le déni de la Mhm. situation, on va réagir, difficilement, on va être moins patient avec la personne. Il y a vraiment un processus, mais, m mais ce que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui, c'est que quand on apprend un diagnostic, c'est pas à ce moment-là que tout s'arrête. La maladie peut vraiment durer sur plusieurs années. La moyenne est environ de 8 ans, mais ça peut s'échelonner. Moi, ma mère, ça va faire 15 ans maintenant. Donc, quand on apprend le diagnostic, tout ne s'arrête pas là. Il y a encore vraiment des choses qu'on peut faire. On peut, heu,
maintenir une belle qualité de vie à la personne, et c'est vraiment ce que j'ai envie justement de transmettre, ce que je veux un peu déconstruire. Tout ne s'arrête pas lorsqu'on a le diagnostic, mais on peut encore profiter de bons moments avec la personne, partager des bons moments. Heu, oui, ça va être différent, on va partager des choses différentes selon les phases de la maladie, mais on peut encore vivre de belles choses, ça ne s'arrête pas au diagnostic et la personne a encore des choses à vivre après le diagnostic. Donc c'est vraiment quelque chose que je veux encourager les gens à continuer de croire qu'on peut avoir des bons moments avec la personne, encore. Ouais, je pense que les gens qui t'écoutent vont se demander comment je fais ça? Là, je me sens débordé, je me sens envahi par la situation. Comment je fais pour justement les voir, ces petites étincelles-là dans la relation, les belles choses qui peuvent rester? Comment je vais les chercher? Que tu as des recommandations, des conseils? C'est vraiment, très, très, très important de rester à l'écoute de la personne, rester empathique. Plus on connaît souvent quand je parle avec des familles, surtout au début quand on apprend le diagnostic, régulièrement, il va y avoir aussi un certain manque de connaissances par rapport à la maladie. Donc plus on apprend, sur les phases de la maladie, sur les symptômes de la maladie, plus on va être capable d'être à l'écoute de la personne et adapter notre approche. Parce que c'est beaucoup à nous comme proches d'adapter notre approche, parce que la personne qui a la maladie, ben, elle subit, c'est la maladie qui affecte ses comportements. Donc c'est beaucoup à nous effectivement, les proches aidants, on devient vite débordés. Je le vois avec, mon père qui s'occupait de tout dans la maison. Donc c'est vrai que parfois on peut, patience, donc c'est plus difficile ou on est débordé, donc on a peu de temps pour avoir un moment de qualité avec la personne parce qu'il y a plein de choses à faire, mais c'est extrêmement important, de maintenir ce lien social-là parce que émotionnellement, cognitivement, la personne a besoin de nous, pour entre autres réduire son anxiété, réduire son stress. Donc ça, on peut le faire de plein de façons, en justement en passant un moment de qualité avec la personne, en prenant des choses adaptées pour elle, selon ses capacités. Heu, Par exemple, si on prend un mot, caché avec la personne, si la personne aimait faire des mots croisés, des mots cachés, je peux reprendre ça, mais je vais prendre des mots cachés simplifiés avec moins de mots, des grilles plus petites. Même chose pour des histoires, si la personne aimait lire, je vais pas lui donner un roman entre les mains de 250 pages. Je vais aller chercher bon, moi, j'ai créé mon entreprise parce qu'il y a pas beaucoup de produits sur le marché. Mmh. Effectivement, de livres adaptés pour les adultes avec très peu de texte, il y en a pas beaucoup, mais on peut aller chercher des petites histoires. Il faut être à l'affût aussi. Il y a une journée que la personne peut très bien réagir à une activité et une autre journée, non, ça va pas l'intéresser, mais il faut pas se décourager, en fait. Il faut, ça peut vraiment varier d'une journée à l'autre. Donc je pense que j'encourage vraiment les familles à essayer de prendre un petit moment dans la journée. Ça peut être un 30 minutes, par jour. C'est ce qui est conseillé par rapport à la stimulation cognitive. Un 30 minutes par jour et ça va à la fois permettre à la personne atteinte d'Alzheimer de retrouver une certaine confiance en soi, d'être encore capable de faire des choses parce que ce qu'on souhaite, c'est le maintien de son autonomie. Donc, en réussissant des activités, elle va être capable de retrouver cette confiance-là et aussi pour le proche aidant, c'est tellement, moi, ça me redonnait tellement une bouffée de d'air frais, de plaisir, de bonheur quand je pouvais voir que ma mère va être encore capable de faire quelque chose, qu'on pouvait encore échanger des sourires, on pouvait encore, s'amuser ensemble, ça nous donne aussi à nous quelque chose de vraiment agréable. Donc c'est autant des 2 côtés que c'est bénéfique. Je trouve ça vraiment le fun de t'entendre dire que c'est important de passer du temps de qualité avec la personne qui a la démence, qui a le trouble neurocognitif, parce que ça m'est déjà arrivé d'entendre des
des conversations de personnes qui sont peut-être pas le proche aidant principal, mais qui vont donner un coup de main, dire je vois pas pourquoi tu fais des efforts outre les tâches pour entretenir là, la maison et tout ça et t'assurer du bien-être de la personne. Pourquoi tu fais des efforts avec elle? Parce que de toute façon, elle s'en souvient pas. Passe donc plus de temps avec l'aidant en place plutôt que de donner des efforts sur l'aider, la personne qui est atteinte de la maladie. Je trouve ça le fun de t'entendre dire non, faut qu'on prenne du temps aussi avec la personne pour avoir des moments de qualité avec. C'est vraiment prouvé. Maintenant, il y a des recherches qui le prouvent que la stimulation cognitive et la participation sociale va vraiment améliorer le bien-être au quotidien de la personne, autant du proche aidant que de l'aider. Donc, il faut mettre... si on n'a pas le temps, nous, par exemple, dans ma famille, mon père, oui, on est allé chercher de l'aide de certains organismes pour offrir du répit à la maison, pour permettre cette stimulation-là, cette distraction par le plaisir. Donc, on le fait autrement en allant chercher de l'aide d'une personne qui venait offrir plus de moments de socialisation, de stimulation, vraiment embellir le quotidien. Ben, c'est pas rare de voir des proches aidants qui sont au bout du rouleau, qui sont épuisés, puis que s'ils ont une pause, ils ont pas envie de la passer avec la personne qui soutiennent. Ils ont juste envie de prendre un répit, puis d'aller à l'extérieur, puis de prendre un café, parce que tout est empreint de moments plus négatifs. Fait que j'imagine que ces petits moments-là qu'on répète, ça aide à alléger un peu on va dire le poids de la tâche. Oui, vraiment. Et ça, tu sais, c'est toutes les organismes sur la proche-aidance, les recherches sur sa proche-aidance mettent de l'avant le fait de ne pas hésiter à aller chercher de l'aide, à aller chercher des ressources pour aider. En fait, ça va vraiment mettre de la joie aussi dans le quotidien. Souvent, les proches ça va être une problématique de plus être capable d'entrer en contact avec la personne parce que c'est trop décalé ou on ne saura pas comment faire. Donc, nous, c'est sûr que c'est là qu'on entre en jeu, les éditions Cha-Cha-Cha, en amenant là, des, des outils pour faciliter ce partage-là de bons moments ensemble. Et savoir comprendre aussi qu'est-ce que la personne elle aime par rapport à son histoire de vie, par rapport à ses capacités résiduelles qui restent. Est-ce qu'elle est encore capable de lire? Est-ce qu'elle est encore capable d'écrire? Souvent, il y a des proches qui vont essayer une nouvelle activité et ils vont se rendre compte, oh, ma mère, mon père est encore capable de faire ça. Je pensais qu'elle était plus capable. Et là, ça ravive des moments joyeux et ça peut Ça, vraiment faire la différence. Ça doit aider à enlever cette pensée-là que les gens ont souvent puis qu'on entend régulièrement de non, ma mère est plus là à cause de la maladie, elle existe comme plus, c'est une nouvelle personne, mais d'aller chercher ces petits morceaux-là de ses plaisirs, de ses loisirs à elle pour les faire ressortir, ça aide à se garder en tête que la personne est en dessous de la maladie, elle existe encore. Oui, il y a vraiment l'aspect mémoire à long terme, les souvenirs qui est gardé. Donc, on peut se replonger dans son univers de sa mémoire plus long terme, entre autres avec des souvenirs d'enfance, des choses. On peut être vraiment avoir des belles surprises. C'est vraiment possible encore, je le rappelle, de passer des bons moments. Donc, tu nous as parlé des éditions Cha-Cha-Cha, de ce que tu avais eu en tête pour essayer d'aider les gens à mieux vivre avec la démence, puis continuer de garder des moments joyeux. Tu as touché à quelques items adaptés, tu me mentionnais, mais ça ressemble à quoi, en fait, ce que vous avez créé? On a créé plusieurs choses depuis maintenant 9 ans. Donc, on a créé au début premiers bébés, c'est des recueils d'activités que j'ai fait en collaboration avec plusieurs professionnels de l'Institut de gériatrie de Montréal, et qui m'ont aidé en fait dans le développement du contenu. On parle d'orthophonistes, neuropsychologues, physiothérapeutes, nutritionnistes, optométristes. Donc en fait, le recueil d'activités, c'est des jeux qu'on connaît, des jeux adaptés, comme je le disais, des mots cachés, mots croisés, des chercher-trouve, des coloriages, plein de choses comme ça que les gens pouvaient aimer faire comme passe-temps et qu'on adapte en fait pour un trouble neurocognitif modéré.
une phase modérée, donc qui vont commencer à avoir des difficultés à plus pouvoir faire des choses qu'ils ont l'habitude. Donc, on parle justement d'une grille simplifiée de jeu, des mots sans double sens, des mots dans une grille, par exemple, de mots cachés, des mots longs pour que ça soit plus facile à trouver dans la grille, des mots que dans un sens et non pas plusieurs sens, que à l'horizontale. Ça, c'est un exemple d'adaptation qu'on fait. Les coloriages avec moins de traits, moins de petits espaces, donc avec plus des grands espaces. Donc ça, c'est nos recueils d'activités qu'on a développés en Tiride pour les neurones il y a quelques années. Et maintenant, on a lancé une nouvelle collection de livres de lecture cette année. Donc, c'était les orthophonistes de plusieurs années qui nous parlaient, qui nous disaient on a besoin de livres adaptés de lecture. Les gens ont encore envie de lire, mais tout ce qu'ils trouvent sur le marché, c'est des livres pour enfants. Donc, on ne veut Mhm. pas les infantiliser, pardon. Donc, on a développé des livres de lecture, donc on suit un seul personnage, c'est des courts textes, toujours illustrés avec des photos. Et aussi, on met des trucs et astuces au début du livre pour conseiller les gens qui vont accompagner la personne à comment démarrer une activité de lecture avec aussi du matériel de plus, des vidéos sur le sujet. Ce qu'on veut à travers cette lecture-là, c'est que les gens, ça leur donne un sujet de conversation. C'est souvent ça qui est difficile, d'avoir des sujets de discussion, de ah, la personne, ça fait 3 fois qu'elle me répète la même question, là, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux faire? Ben là, on donne plein de questions à la fin du livre sur les sujets. Donc, il y a toujours un thème sur le livre. On a Huguette visite l'Expo 67, donc tout un thème autour de l'Expo 67. On a Arthur et ses voitures qui racontent toutes les voitures qu'il y a eu dans sa vie. On a Lucie et son jardin fleuri, donc tout un thème autour du jardinage. Donc c'est vraiment, on donne des outils pour démarrer des choses, partager un meilleur moment ensemble. Et on a aussi développé des boîtes, des coffrets d'activités donc, on en a développé 7 qui amènent une expérience plus complète, donc avec des jeux de logique, des jeux de langage, des jeux de motricité fine, des jeux physiques. Donc, en fait, on veut vraiment maintenir les capacités. Il y a toujours des objectifs cachés derrière nos jeux, mais ils sont toujours présentés d'une façon divertissante. C'est super intéressant. Puis je pense à plein de gens que je connais qui sont en animation au loisir, qui pourraient bénéficier de ce genre d'idées-là. Puis justement, pas pour te voler ton marché, mais peut-être pour les gens qui travaillent avec des personnes aînées qui ont des troubles neurocognitifs, puis qui cherchent des idées pour bien adapter leurs choses. As-tu des conseils ou des mises en garde ou des choses à faire attention quand on essaie d'aller dans la direction que vous êtes allé pour faire des activités ludiques sans être infantilisant? Oui, ben les conseils sont vraiment de faire attention. Tu sais, moi, quand j'ai développé mes jeux au début, ce qu'on me disait, c'était beaucoup par rapport à la présentation du jeu, de pas que ça soit trop chargé pour la Mhm. personne qui a un peu de mal à voir sur une page les éléments. Donc, on concentre un élément par page, qu'on mettra pas beaucoup de choses visuelles autour. On va faire attention aux mots choisis, comme je le disais. Là, je vous dis un peu tout ce que les experts, les professionnels avec qui je travaille m'ont transmis comme connaissance là, au fil des années. Beaucoup les orthophonistes, les neuropsychologues, par rapport aux jeux de logique, donc, et par rapport au langage, au jeu de lettres, c'est vraiment de faire attention au double sens, point de vue visuel, comme je le disais, il faut faire attention. Il faut pas rendre les choses enfantins. Donc, d'essayer de prendre des photos d'adultes, ça, c'est très important, d'essayer les couleurs, souvent les personnes âgées vont avoir des troubles visuels. Donc, Mhm. faire attention avec la bonne police de caractère, la taille, les couleurs, pas mettre de couleurs blanche sur un fond foncé. Il y a plein de détails comme ça. C'est très long de développer nos produits parce qu'il y a plein de petits détails. Mais pour l'animation d'activité, c'est vraiment d'être capable d'adapter selon les capacités des gens. Donc, si je suis devant des gens qui sont à un stade modéré,
la maladie, je peux me permettre d'aller plus loin dans les jeux de logique, dans les jeux de langage. Mais c'est vraiment d'essayer d'aller chercher des choses adaptées, de les créer soi-même. C'est sûr que moi, j'ai oui, les connaissances des professionnels au fil du temps, mais il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais c'est quand même important ce que tu dis d'aller chercher les connaissances des professionnels. Puis c'est un point qu'on met beaucoup l'accent à la chaire en général quand on parle de lutte contre la maltraitance. C'est que la lutte contre la maltraitance, ça se fait pas tout seul. Ça prend une combinaison d'un paquet d'expertise. C'est un peu pareil quand on veut faire la promotion de la bienveillance, de la bientraitance. Ben, c'est pas quelque chose qu'on va réussir à maîtriser à 100% si on essaie de le faire seul. Fait que, comme tu le fais, c'est important d'aller chercher des professionnels qualifiés qui vont pouvoir nous appuyer dans notre démarche puis s'assurer qu'ils mettent tous les points sur les i puis qu'on n'est pas passé à côté de quelque chose. Parce que des fois, on peut penser qu'on a tous les savoirs puis qu'on est capable puis qu'on est le meilleur, mais quand on arrive avec le produit fini puis qu'on n'a pas eu de conseil de personne, on se rend compte qu'on a fait une gaffe, là. Mais des fois, tu sais, c'est par essai-erreur aussi. Les techniciens en loisirs, les récréologues, les proches à la maison qui vont développer du matériel, moi, je les encourage à continuer de le faire, même s'ils n'ont pas accès comme moi à des orthophonistes ou des neuropsychologues. C'est important de faire des essais-erreurs si ça fonctionne bien avec la personne. Si, ah là, on s'est rendu compte, ah oui, c'est trop difficile les jeux de calcul que j'ai pu lui donner, ben on change, on va chercher autre chose. C'est vraiment par essai-erreur qu'on va découvrir la personne qu'on accompagne. Les intervenants, c'est la même chose. Ils vont arriver avec leur boîte à outils. Les ergothérapeutes, entre autres, vont arriver avec leur boîte à outils, vont tester des choses avec la personne qui a un trouble neurocognitif et après vont arriver à conseiller la meilleure chose à faire. Mais c'est pas, c'est difficile. Chaque personne est différente, chaque personne a des goûts différents, chaque personne est à une phase différente de la maladie. Donc, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Donc, moi, j'encourage à tester des choses, à essayer et après, on adapte. C'est un super bon conseil. Puis moi-même, mon grand-père commence à avoir des signes de démence, probablement démence frontale, mais on n'a pas de diagnostic encore. Puis je trouve ça intéressant. Puis c'est des trucs que je vais vouloir discuter aussi en sortant là, de notre conversation avec ma famille pour voir ce qu'on peut faire pour aider, puis pour solliciter ces moments positifs-là, puis garder une belle relation aussi avec mon grand-père. Fait que je suis convaincu qu'il y a plein d'autres gens qui vont avoir un peu la même pensée que moi. Fait que je suis vraiment Et content qu'on j'ajoute ait pu se parler. oui, pardon. Et j'ajoute, Kevin, le fait on peut aussi y aller avec nos goûts à nous comme proches. Euh, Par exemple, moi, je sais que j'aime beaucoup la musique, donc avec ma mère, on partageait beaucoup de moments à écouter de la musique parce que moi aussi, ça me fait plaisir de le faire. On n'est pas obligé de faire que des choses que l'autre personne aime non plus. On peut amener des choses que nous, on aime et essayer de partager ce moment-là, mais il peut avoir plein d'idées et inclure les petits-enfants, c'est souvent ce que je conseille aux familles. Les petits-enfants vont jouer, continuer de jouer avec le grand-père, la grand-mère à des jeux de cartes, mais on change un peu, on modifie le jeu de cartes pour le simplifier, ou on se met avec le grand-père, la grand-mère en équipe. Donc, pour continuer, on peut continuer de faire des choses, c'est juste qu'il faut les adapter. Mhm. Puis en pensant à nous aussi en arrière, comme tu dis, de faire des choses qu'on aime, ben, ça évite que ça devienne un fardeau supplémentaire de passer ces moments-là en vue que tout le monde s'amuse. Tout à fait. Ben écoute, moi je pense que ça faisait le tour des questions que j'avais pour toi. Je pense qu'on pourrait jaser tout bonnement comme ça, mais on a quand même fait un bon tour déjà. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire pour fermer, parler de quelque chose en particulier? Donc oui, ben, je vous invite à consulter notre site internet éditionchachacha.com. Sur notre site, vous allez retrouver entre autres un blog avec des trucs et conseils sur mieux pour partager des moments de joie avec la personne que vous accompagnez, comment faire, par exemple, quand la personne a moins envie de faire des choses, comment motiver la personne, comment nous motiver à en faire. Donc, différents conseils que vous pourrez retrouver et nos produits qui sont adaptés. Vous pourrez aller magasiner sur notre site des produits. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez des questions. Je réponds toujours là, aux messages ou si vous avez envie de collaborer sur des projets.
On est toujours ouvert, on adore collaborer avec plein de les sociétés d'Alzheimer, les résidences, on est très ouvert à ces collaborations-là. Excellent. Puis, si jamais vous nous écoutez sur YouTube et que vous voulez laisser un commentaire, ça va me faire plaisir de prendre le temps de passer au travers de ça, puis de les transmettre à Marie-Pierre pour qu'elle puisse nous offrir des réponses, puis qu'on garde un suivi avec vous. Sinon, si vous avez apprécié la conversation, vous pouvez mettre un j'aime sur la vidéo et nous suivre. Merci à tous. Avant de partir, on veut juste vous rappeler que si vous avez des préoccupations par rapport à la maltraitance, que vous croyez être maltraité, que vous êtes témoin d'une situation, ou même que vous êtes un professionnel face à une situation complexe, vous pouvez appeler la ligne Aide maltraitance adulte aîné au 1-888-489-2287. C'est une ligne provinciale d'écoute qui est entièrement bilingue, puis qui est disponible 7 jours sur 7, de 8 heures à 20 heures. Donc, le 1-888-489-2287.